Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur un domaine que j'aime particulièrement et dans lequel j'ai fait mes études, c'est-à-dire l'électronique. Alors, je fais ces vidéos parce que ça m'intéresse, le domaine m'intéresse, et aussi pourquoi pas essayer de faire comprendre et connaître ce domaine à certains. Et si vous n'avez pas de vocation, ou peut-être inspirer certaines vocations, pourquoi pas. Donc, tout d'abord, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'électronique. Alors, la définition, c'est celle de Wikipédia, on va dire en partie. Et comme elle est intéressante, je trouve que c'est bien de la prendre comme base. Alors, l'électronique, c'est quoi? C'est une branche de la physique appliquée qui utilise l'électricité comme support pour le traitement. Pour le traitement et pour la transmission et le stockage d'informations. Par information, on entend son, image, température, distance, c'est-à-dire des grandeurs physiques qui vont évoluer en temps réel et qui nous sont nécessaires pour l'application qu'on veut faire. Alors tout d'abord l'objectif, oui, c'est-à-dire que l'info elle est codée par des tensions et courants électriques, c'est-à-dire que par exemple on a une grandeur, on a une vitesse, cette vitesse elle peut provenir d'un capteur. Le capteur il va transformer cette information de vitesse en une tension ou un courant électrique ou en une résistance. Et du coup, on va devoir traiter cette information pour l'exploiter, puisque c'est ça l'objectif. Donc, on peut généralement diviser une application en deux parties. On a une partie commande qui gère les signaux porteurs d'informations, c'est des courants faibles, c'est-à-dire généralement c'est un contrôleur, un microprocesseur, un processeur qui va donner les informations en fonction des entrées, qui va dire ah là j'ai reçu tel truc donc il est vrai donc tu vas activer tel interrupteur, et donc une partie opérative qui finalement est la partie qui va exécuter les ordres. C'est-à-dire, ouvre-moi cet interrupteur, donc il faut une certaine force, une certaine puissance, donc on va activer un relais et il va commander l'interrupteur et il va faire le job. Donc là, on peut parler par exemple des applications de commande, c'est-à-dire on est dans le domaine, oui, dans le domaine de l'automatique, c'est-à-dire que on va mesurer des paramètres et on va vouloir le comparer à une valeur de référence pour s'assurer du bon fonctionnement. Par exemple, si vous avez une voiture, vous connaissez le régulateur de vitesse. C'est-à-dire que si on appuie pas, on a une action, une vitesse programmée sans application de l'utilisateur. Je vais aller à 90, ben, j'irai à 90. Donc pour ça, et je vais aller à 90, peut-être même si la pente elle est élevée. Donc en fonction de ça, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres extérieurs qui pourront me faire baisser la vitesse. Si par exemple j'étais sur un trottoir et je passe sur une pente, ben, ma vitesse va diminuer. Et cette vitesse-là, elle va être, la vraie vitesse va être mesurée et comparée à une consigne. Je vais aller à 90 km, hop, je suis à 85, donc je vais faire une action pour arriver à 90, pour revenir à 90 malgré le fait que je vais devoir, malgré le fait que ma vitesse baisse, je vais devoir augmenter une puissance ou avoir le système qui va bien. Et généralement, il y a l'application, ça peut être ça. Et il y en a plusieurs applications. Donc les composants de base dans l'électronique, il y a quoi? Il y a la résistance, le condensateur, la bobine, transistor, diode, mais les trois premiers, c'est vraiment les composants de base. Je vais commencer par parler de la résistance. Je vais commencer par parler de la résistance. Alors une résistance, c'est quoi? C'est un composant qui permet de maîtriser le courant dans le circuit. Il est composé de deux bornes, donc c'est ce qu'on appelle un dipôle, puisqu'il a deux pôles. Et un fil a une résistance nulle. Généralement, un fil, quand on dit un court-circuit, on pense à un fil, c'est-à-dire aucune résistance et il laisse passer tout le courant. C'est pour ça que quand on dit il faut éviter les courts-circuits, parce que si par exemple vous avez une batterie ou quelque chose comme ça, eh ben, un court-circuit ça veut dire un fort appel de courant et ça peut détruire, ça peut faire fondre la batterie. Il y a des batteries qui fondent. Bon, je sais que où j'étais à la fac, il y a un tabouret, on m'a dit que ben, il avait pris de l'acide qu'une batterie avait sauté et on voit la trace quoi. Donc la relation, puisque en électricité il faut toujours essayer d'établir des relations entre les grandeurs, alors on a I égale U sur R. Alors I c'est l'intensité du courant, U c'est la différence de potentiel entre les bornes de la résistance, c'est la tension, elle est en volts, I c'est l'intensité qui est en ampères, et R c'est la valeur de la résistance qui est en ohms. Alors pour faire une analogie hydraulique, puisque généralement ça marche bien en électronique, U on considère que c'est la force ou une pression. I c'est le débit d'écoulement de l'eau.
et R c'est la section. Si on peut voir comme ça, vous prenez une bouteille, vous faites un trou dedans. Si vous exercez une pression constante à chaque fois, ben, si la section est, si le trou il a une petite section, ben, il n'y a pas trop d'eau qui va sortir. Si vous voulez augmenter le débit alors que vous gardez la même force, ben, il va falloir faire un trou qui est plus grand. Donc finalement, on voit que finalement, la résistance est non pas proportionnelle au, là on pourrait dire au diamètre de la section pour imaginer, mais il est inversement proportionnel. Enfin, quand je dis inversement proportionnel, c'est pas forcément que c'est 1 sur la section. Ça pourrait être autre chose, mais on comprend que si la section est petite, la résistance elle est grande. Puisque je vais devoir forcer comme un taré pour arriver à extraire de l'eau. Donc c'est une analogie qui marche assez bien pour comprendre assez rapidement la relation entre les valeurs. Si je veux garder, je veux avoir un débit qui est plus fort, ben, soit j'augmente ma force, ou soit je fais un trou qui est plus grand. Donc voilà à quoi ressemble une résistance en pratique, hein. Deux pôles et des anneaux. Alors ça c'est une résistance avec 5 anneaux. Il y en a aussi à 4 et à 6. Moi j'ai déjà utilisé des résistances qui en ont 4 et qui en ont 5. 6, j'en ai vu, mais j'en ai pas trop utilisé. Donc, je pense que c'est le principe, c'est le même. Bon, c'est-à-dire que, bon, si j'explique celle à 5 anneaux, en fait, de la gauche vers la droite, les trois premiers, en fait, c'est les chiffres. C'est-à-dire que le 0, par exemple, si c'est noir, il y a un 0. S'il y a un marron, c'est un 1. Rouge, c'est 2. Orange, c'est 3. Jaune, c'est 4. Vert, c'est 5. Et bon, vous voyez la suite. Et les trois premiers, c'est la valeur. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit qu'on a les trois premiers, on voit qu'on a rouge, orange, jaune. Donc ça fait 234. Le quatrième anneau là qui est vert, on voit que c'est un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'on va devoir multiplier la valeur précédente par ce chiffre-là. Et donc là, comme il est bleu, on voit que c'est 10 puissance 6, donc c'est 1 million. C'est-à-dire si c'est du noir, ben, c'est la valeur qui est précédente, puisque 10 puissance 0, ça fait 1. 10 puissance 1, ça fait 10. 10 puissance 2, ça fait 100, et tout ça. Et le dernier qui est tout à droite, c'est la tolérance. C'est-à-dire que, en fait, les résistances, elles ont plus ou moins, elles sont plus ou moins. Il y a la valeur, mais cette valeur, elle est vraie à plus ou moins X%. Donc, et c'est ce qui fait que justement, des résistances peuvent valoir cher puisqu'elles ont une tolérance. Plus la tolérance est petite et plus la résistance est chère, puisque ça veut dire qu'on est sur l'intervalle sur lequel est la vraie valeur est plus réduit. Par exemple, pour les 10%, on a ce qu'on appelle la série E12. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est 12 valeurs de résistance entre 0 et 100 qui forment cette série à 10% près. Généralement, ces valeurs, c'est 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82. Et en fait, les valeurs, elles sont choisies pour que, par exemple, si on prend la première, c'est 10, 10% plus, en plus, c'est 11. Et si on prend 12 et qu'on enlève 10%, ça fait 10,8, ce qui fait que les valeurs se chevauchent. Donc la série, elle est calculée comme ça. Donc là, du coup, pour être plus concret, je vais, utiliser un logiciel de simulation, puisque en électronique, on est friand de ce genre de logiciel, puisque c'est avant de designer un circuit imprimé et tout ça, il faut qu'on va simuler est-ce que notre circuit marche bien et tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est très pratique, c'est très pratique. Donc du coup, moi, bon, le logiciel de simulation que j'ai, un parmi tant d'autres, hein, je vais vous le présenter. Alors voilà le logiciel que moi j'ai utilisé pendant mes études. Il s'appelle Proteus. Et il permet de faire des simulations électroniques. Et aussi permet de aussi designer des PCB, mais je l'ai utilisé quelques fois pour ça. Mais comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour ça, je ne vais pas m'avancer. Donc là par exemple je l'appelle composant de, de base. Alors là on voit qu'on a une feuille, on appelle une feuille
de simulation. Et donc là, on va commencer, puisque je vais parler de la résistance, je vais traiter ce sujet. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a plein de composants, hein, vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Je sais peut-être faire allez, 10% de tout ce qu'il y a dessus déjà. Et donc c'est vraiment la quantité est énorme, quoi. Donc après, il faut savoir chercher bien comme il faut ce qu'on veut faire, quoi. C'est vrai que ça peut être très difficile. Du coup, voilà. Là, je vais prendre une résistance générique. Et je vais aussi prendre un générateur, donc je vais prendre une batterie. On va voir ce que ça donne, hein, une batterie active. Voilà, une batterie. Et on va mettre en pratique ce que j'ai dit. Et voir si c'est cohérent. Alors, on a une batterie de 9 volts. Donc, on va mettre une résistance de... On va mettre une résistance de 100 ohms, par exemple. Donc pour mesurer, puisque ça c'est un truc que j'ai pas dit mais qu'on va le faire là, pour mesurer une tension ou pour mesurer un courant, bon, on va utiliser des appareils de mesure. Ça jusque là ça paraît pas compliqué à comprendre. Et pour mesurer une tension, on va utiliser ce qu'on appelle un voltmètre. Et pour mesurer ce qu'on appelle l'intensité, on va prendre un ampèremètre. Donc là, il y a DC et AC. DC, c'est continu. Et AC, c'est alternative. Donc comme nous, là, on a une batterie, on est en continu, on va utiliser du continu. Donc là, le voltmètre, il ne nous sert pas à grand-chose, puisque vu qu'on est connecté directement à la batterie, on sait qu'il y a 9 volts. Par contre, le courant, ça peut être intéressant de le mesurer. Mais pour mesurer le courant, en fait, il faut casser le circuit, puisque le courant, c'est dans le circuit. Donc on peut pas genre faire comme ça, quoi. C'est pas où le courant sera pas justement là. Si on fait comme ça, on peut tester. Là, il nous dit tu nous fais des conneries là, donc il aime pas. Donc là, on peut enlever ça et directement faire ça. Et là, on voit qu'on a un courant de 0,09 ampères, soit 90 milliampères. Ça nous semble tomber sous le sens, puisque si on fait on fait un calcul, on voit que si on fait le calcul, on voit qu'on va avoir 9 divisé par 100, ce qui fait 0,09. Donc jusque là, tout va bien. Après, on peut on peut mettre une autre résistance dans le circuit. Par exemple, je vais dire qu'elle vaut, on va dire qu'elle vaut 150 ohms. Pas tout, je mets ce que je veux. Et là, voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a 0,03. Bon, peut-être qu'on peut mettre une unité qui est plus adéquate, des milliampères. Là, on a 36. Donc finalement, si on prenait ces deux résistances, la question c'est est-ce qu'on peut transformer les deux résistances qui sont là en une seule résistance globale. Donc si on faisait la question, ce serait de dire on remplace ces deux résistances par une seule résistance telle que le courant soit de 36, puisque si on veut garder cette équivalence, il faut que la résistance donne le même courant. Donc en faisant, si on fait justement, on fait 9, puisque on fait 9 divisé par une résistance qui donnerait 0,36. Alors on va faire le calcul. Donc si je fais 9 sur 0,036, ça me donne 250. Donc on semble penser, ah tiens, celle-là fait 150, celle-là fait 100, 250, c'est la somme des deux. Donc on peut se dire, tiens, si on met des résistances en série, c'est-à-dire l'une à la suite de l'autre, sans que parce que là on voit qu'il y a en gros un pôle commun, donc elles sont connectées directement là. Ben, elles ne sont pas connectées, par exemple cette borne là n'est pas connectée directement à celle-là.
Sinon, elles ne seraient pas en série. Série, ça veut dire elles se suivent. C'est comme si quelqu'un te donne la main, quoi. Les personnes, elles font une chaîne, et c'est une chaîne, c'est en série. Alors que si elles sont en ce qu'on appelle en parallèle, c'est comme si les deux se donnaient la main. Les deux se donnent les deux mains, donc ils se regardent en face, quoi. Donc dans ce cas-là, on se dit, tiens, c'est simple. 100 plus 150 donne 250. Donc après, je ferai le calcul sur feuille détaillé pour prouver que c'est effectivement le cas, que l'intuition là, pour le coup, est bonne. Alors ce que je vais démontrer là dans cette partie, c'est le fait que si on met des résistances en série, c'est-à-dire que chaque résistance a un point commun avec la suivante, on voit que R1 et R2 ont un point commun ici, R2, R3 ont ce point commun ici, et R3 et Rn, puisque c'est pour modéliser le fait qu'il y a plusieurs résistances, ont un point commun ici. Et l'objectif, c'est de montrer que l'association de ces résistances qui sont en série, on peut la voir comme une résistance équivalente. Donc, pour démontrer ça, tout d'abord, il faut utiliser ce qu'on appelle la loi d'émail, c'est-à-dire que le circuit est fermé, donc que là, dans ce schéma, on voit qu'on a la tension du générateur qui est ici, U, et qu'on a le courant qui passe ici. Donc là, on est en convention ce qu'on appelle récepteur, c'est-à-dire que le courant et la tension sont fléchés de sens opposé. Donc, on prend un sens, par exemple, on peut prendre le sens horaire. Donc on fait dans ce sens-là, on voit que, et on compte les flèches qui ont la pointe dans le même sens, on les compte positivement, et celles qui ont la pointe dans l'autre sens, on les compte négativement. C'est-à-dire que là on a U moins R1 moins R2 moins R3 moins Rn égale 0. Ce qui donne que U égale U1 plus U2 plus U3 plus, dans ce cas-là, UN. En décomposant en fait la tension comme le produit du courant qui passe aux bornes de la résistance et de la valeur de celle-ci, on voit que U1 il s'écrit I fois R1, U2 s'écrit I fois R2, U3 s'écrit I fois R3 et UN s'écrit I fois Rn. Parce qu'en fait, comme on est dans un circuit série, si vous voulez, vous pouvez voir comme un tuyau, il y aurait un débit. Le débit qui passerait, comme il n'y a qu'un seul tuyau, il passe identiquement dans chacune des résistances là. Donc le courant en fait est dans chacune des résistances. Si vous voulez, c'est comme quand il y a les lampes. Quand on met plusieurs lampes, le courant qui passe aux lampes sont les mêmes, mais l'intensité diminue, la lumière, la luminosité des lampes diminue. Mais c'est le même courant qui passe à travers toutes. Il y en a qui se disent ouais mais là comme celle-là elle est en première, il y a plus de courant qui va passer là que dans celle-là. Non, tout passe pareil. C'est juste que la valeur globale est diminuée plus on met de résistance. Donc là du coup en factorisant par I, c'est-à-dire que I, on peut le distribuer à R1, R2, R3 et Rn. En factorisant, on voit que U égale I fois R1 plus R2 plus R3 plus Rn. Ce qui fait qu'en fait, on voit qu'on a une somme. Donc, si on devait, par identification, là, j'avais dit que U égale I fois Rec. Si on identifie cette expression avec celle-là, on voit que la résistance équivalente Rec, c'est la somme des résistances. Donc, en série, si vous voulez faire la résistance équivalente, eh bien c'est la somme des résistances que vous connectez. Bon, cette formule, elle est simple. Et du coup, par contre, ce qu'on peut essayer de faire, là, du coup, puisque là, on a deux résistances, c'est de mesurer cette fois la tension qui est aux bornes de l'une ou de l'autre. Ça peut être intéressant, comme ça on voit comment le voltmètre fonctionne. Alors le voltmètre, il fonctionne... Ah oui, là, il faut que j'arrête la simulation. En fait, le voltmètre, il ne fonctionne pas comme l'ampèremètre. C'est-à-dire que pour qu'il mesure une tension, il faut prendre les bornes. Il faut prendre les bornes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un ampèremètre, vous devez l'insérer dans le circuit où vous voulez calculer. Donc vous êtes obligé de déconnecter votre circuit, de l'insérer pour avoir le courant. Alors que le voltmètre, vous pouvez faire si vous voulez mesurer que la tension, vous pouvez faire tout votre circuit, vous n'avez pas besoin de le débrancher pour ajouter le voltmètre, il s'ajoute par-dessus. Alors que l'ampèremètre, lui, se rajoute dans le circuit. Donc là, dans ce cas-là, si on fait le calcul, normalement on a 3,6, ce qui semble cohérent, on a 0,36, hop, on rentre là, 100, puisqu'on a dit que U égale RI, la fameuse loi d'Ohm, U égale RI, en convention récepteur, parce qu'il y a U égale moins RI en convention générateur. C'est souvent on dit qu'il y a deux formules.
Et là, c'est U égale RI. Donc là, on voit bien qu'on a 0,36, 36 milli fois 100, ça donne 3,6. Jusque-là, rien de nouveau, rien de choquant. Donc ça montre que c'est correct. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, comment en fait, est-ce que l'appareil de mesure introduit le fait que la mesure est faussée. C'est-à-dire on introduit un appareil qui est censé mesurer, est-ce que cet appareil, il apporte une influence sur ça? Et la question qu'on peut se poser, c'est si on ne veut pas cette influence, quels sont les paramètres qu'il faut voir? Alors on peut essayer de voir rapidement avec les mains. L'ampèremètre, on le met dans le circuit. Donc si on ne veut pas qu'il change le courant, est-ce que la résistance de cet ampèremètre, elle doit être grande ou petite? Alors supposons qu'elle soit grande. Si elle est grande, ben, le courant va bien diminuer. Or, on ne veut pas que le courant diminue par le fait qu'on a introduit l'appareil de mesure. Sinon, ça ne servira à rien. Donc, on veut en fait que l'ampèremètre soit équivalent à un fil finalement. Et un fil, c'est une résistance nulle. Donc, il faut avoir un ampèremètre avec la résistance la plus petite possible pour pas avoir que la mesure soit faussée. Maintenant, on prend le voltmètre. On a dit que d'ailleurs on peut le voir là, on voit qu'on a une résistance là, quand on regarde la résistance de charge 100 mégaohms, donc c'est très grand. Et en effet, le fait est que là il y a une division, ce qu'on appelle en fait une division de courant, puisqu'il y a un nœud et le courant va se diviser, un courant va passer dans le voltmètre et un autre va passer dans la résistance. Donc là on ne veut pas fausser la mesure de tension. Or, si on prend les choses comme ça, on a dit qu'une résistance, plus elle était élevée et plus elle ne faisait pas passer de courant. Donc, ce qu'on veut, c'est que le moins de courant soit prélevé là, puisque si du courant est prélevé là, donc là, le courant n'est plus en série, et donc ça va fausser cette mesure-là, finalement. Donc, il faut que la résistance du voltmètre soit la plus grande possible. Voilà, une explication assez rapide avec les mains. Mais maintenant, on peut se poser justement la question, c'est si à la place du voltmètre, ou à la place là des résistances, est-ce que si les résistances n'étaient pas mises en série, mais elles étaient mises en dérivation, c'est-à-dire avec la même tension aux bornes. Quand on dit que deux résistances sont en série, ou que deux composants sont en série, c'est-à-dire qu'ils ont la même tension à leur borne, ils ont la même tension, en fait, ils ont la même tension à leur borne. Mais plutôt ils sont connectés au même appareil avec la tension à leur borne. C'est-à-dire que là, on prend une batterie, et là, on voit que les deux sont connectés avec les, comme je disais tout à l'heure, comme si les deux résistances se tenaient la main finalement. Puisque là, hop, celle-là, elle est reliée à ça, et ce côté est relié à ça. Alors qu'en série, c'était l'une à la suite de l'autre. Et donc là, on peut se poser la question, si on voulait faire une résistance équivalente, c'est-à-dire transformer ces deux résistances en une seule. Donc là, prendre un voltmètre ne sert à rien. On sait que ce sera 9 volts au bord des deux. Et là, on peut mettre un ampèremètre. On va essayer de le mettre en unité crédible avec le moins de 0 possible devant. Et du coup, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 150 mA. Alors, faisons le calcul, comme précédemment, de la résistance équivalente qui serait l'association de ces deux résistances. Alors, si on fait 9 divisé par 0,15, ça donne 60. Alors déjà, on voit que la résistance équivalente est déjà plus petite que la plus petite des deux résistances qui est là, c'est-à-dire 100 ohms. La question c'est, ouais, ce 60, il est bien joli, mais intuitivement, en première approximation en tout cas, on se dit oui, mais est-ce que ce serait 150 moins 100? Ben non, ça fait 50. Comment, finalement, là c'est moins intuitif pour trouver la formule. Et du coup là, après, je vais démontrer la formule qui est effectivement, elle n'est pas aussi simple que quand c'est en série. Quand c'est en série, tu fais une somme. Quand c'est en parallèle, ben, tu fais autre chose. Et genre, il y a une formule qui est bien connue quand on a deux résistances, mais quand on en a 3 à 4, c'est vraiment la formule qu'il faut appliquer. Il n'y a pas un moyen simple de s'en rappeler. C'est vraiment la formule, faut l'appliquer brute, quoi. Si j'en avais 3 résistances en parallèle, ben, faudrait que j'applique la formule.
Alors cette fois-ci, je vais expliquer ce qui se passe quand on met des résistances en parallèle et qu'on veut avoir la résistance équivalente de l'association. Alors bon, vous avez vu qu'en série c'était plus simple, puisque enfin c'est simple puisque c'est juste la somme, mais quand elles sont en parallèle c'est un peu différent, puisqu'en fait quand vous mettez des résistances en parallèle, si vous voulez, il faut plus penser en disant que c'est le même courant qui traverse les résistances, mais là c'est la même tension, puisqu'on voit qu'on a U de ce côté, U c'est le même pour R1, R2, R3, R4. Par contre le courant, contrairement en série, on voit qu'il se divise, c'est-à-dire si vous mettez plusieurs, vous avez une arrivée et vous avez plusieurs sorties, c'est comme j'ai dit, j'aime bien des analogies hydrauliques. Vous avez un tuyau et là vous avez plusieurs sorties, ben, vous voyez que ce qui passera là, ce ne sera pas ce qui passera là. Donc en fait, il faut penser d'une autre manière. Il faut penser que I, c'est la tension divisée par, là dans ce cas-là, on a, si on veut Rec, on dit ben, I, c'est U sur Rec. En prenant ce schéma, on dit ben, avec la loi, ce qu'on appelle la loi des nœuds, c'est-à-dire que ce point-là est un nœud, où il y a une division, ce point-là c'est un nœud, ce point-là c'est un nœud, et ce point-là c'est un nœud. Donc on dit ben, I, ce qui est là, c'est la somme de tous les courants qui vont partir dans les branches, c'est-à-dire U1 plus U2, enfin plutôt I1 plus I2 plus I3 plus IN. Mais comme je l'ai dit auparavant, le courant c'est une tension sur une résistance, et là quand on fait I1, ben, I1 on dit que c'est U sur R1. I2 on dit que c'est U sur R2, I3 on dit que c'est U sur R3, et IN, on dit que c'est U sur Rn. En égalisant ces parties-là, c'est-à-dire qu'on divise par U, donc on se retrouve avec 1 sur Rec égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur Rn. D'où la formule qui est un peu, voilà, qui est plus compliquée peut-être à retenir qu'en série, puisqu'en série c'est la somme. Là, la résistance équivalente, c'est on fait 1 divisé par l'inverse, la somme des inverses des résistances. C'est-à-dire c'est l'inverse de la somme des inverses des résistances. Dit comme ça, c'est pas forcément intuitif. Mais en fait, on peut comprendre que puisque le courant qui est là, il est forcément là, le courant est forcément diminué. Donc on comprend que la résistance qui est équivalente, elle est forcément plus petite que la plus petite des résistances qui est là. Puisque, en fait, comme le courant se divise, par exemple, si là j'ai 4 résistances égales, par exemple, supposons que là j'ai 1 ampère. Là j'ai 4 résistances égales, donc il y a 0,25 ampères qui passent là, là, là et là. Donc globalement, comme il y a 0,25 et que là il y a 1, c'est que si moins il y a de courant et plus forte est la résistance. Donc si là il y avait 1, c'est qu'on comprend que cette résistance-là, elle est forcément plus petite que la plus petite des résistances qui sont connectées en parallèle. Donc c'est un moyen pour bien se dire que si par exemple j'ai une résistance de 100 ohms et l'autre de 100 ohms, ben, la résistance équivalente, si elles sont en parallèle, elle ne peut pas être supérieure à 100 ohms. C'est complètement aberrant. Donc voilà, donc la formule, c'est vrai qu'elle est beaucoup moins intuitive qu'en série. Mais quand on a juste deux résistances en parallèle, il y a ce qu'on appelle, il y a une formule, enfin qui se retient assez bien, c'est que la résistance équivalente, c'est le produit des résistances sur la somme des résistances. Par exemple, si j'ai 150 et 100, comme vous le voyez dans la simulation, eh bien 150 fois 100, 15 000, 100 plus 150, 250, 15 000 sur 250, 60 ohms. 60 ohms est bien plus petit que 100 ohms et 60 ohms est bien plus petit que 150 ohms. Donc voilà pour les explications. J'espère que j'ai été assez clair et que vous retiendrez le raisonnement. Donc voilà pour ce début, pour les résistances. J'espère que ça aura été intéressant et que ça aura été compréhensible surtout, puisque l'objectif c'est vraiment de faire comprendre ces notions-là, qui sont des notions de base, mais qui sont très importantes pour la suite, pour faire aussi des choses après qui sont beaucoup plus intéressantes. Parce que là, bon, au début, on pose les bases. Donc j'espère que ça sera pédagogique et que ça pourra aider des personnes à comprendre si elles n'ont pas compris en cours ou qu'elles faisaient autre chose pendant les cours. Hein. On sait tout ce que c'est, on sait tous ce que c'est en cours. Hein. On va être honnête. Donc voilà, écoutez, la prochaine fois, ce que je ferai aussi, c'est que je ferai le montage pratique, c'est-à-dire sur un oscilloscope et un générateur de fonctions, puisque j'en ai un.
Donc là, ce sera la partie simulation et théorique, et une autre partie qui sera pratique. Après, je sais pas si je vais les mettre dans une vidéo ou si je vais faire deux vidéos séparées à chaque fois. Donc voilà. Donc écoutez, à plus hein, et bye.